Excellent. Parfait. Donc, la constellation du mois de novembre, on continue dans notre super suite durant toute l'année. Donc, aujourd'hui, la constellation, c'est la constellation de la Pégase. Et l'avion que vous voyez là, c'est un avion Pégase. Donc, c'est une très grosse constellation. En fait, c'est la septième plus grosse constellation dans le ciel. C'est une constellation malheureusement qui est pas qui a pas beaucoup été décrite. Souvent, quand on parle de la mythologie qui l'entoure et tout, vous connaissez, moi j'adore la mythologie des constellations. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont nous renvoyer vers aller voir la constellation d'Andromède, ben, parce qu'elle est rattachée à elle est rattachée à lui. Donc, ça que j'ai trouvé un peu plate par rapport à ça. Quand j'ai fait ma présentation, j'ai trouvé ce site Internet. Et ce site Internet, au fait, je vais cliquer, on va aller le voir. Est-ce que vous le voyez? Oui. Excellent. Donc, c'est quelqu'un en français qui est quelque chose de, je sais, qui est très, très important. C'est écrit en français toutes les constellations de différentes nations. Là, comme là, on voit les constellations chinoises, hindoues et inca, et les 88 constellations que nous, on utilise en ce moment. Puis là, tu as, des descriptions, tu as des objets intéressants dedans. C'est vraiment comme... J'ai de la compétition maintenant. Il y a quelqu'un qui a des vues sur le ciel du mois. Parce que c'est vrai, c'est génial. Si on prend par exemple celle de la Grande Ourse, vous voyez là, il y a vraiment... C'est une infinie. Euh, c'est plus que qu'est-ce que moi je suis capable de vous donner en une soirée, là, à moins qu'on s'éternise puis qu'on finisse jamais, là, mais ça, j'ai adoré ce truc-là. Je vais le donner à Jean-Marc, comme ça, il va le mettre dans son mot du président et vous allez pouvoir y avoir accès. J'ai adoré, moi, le truc. Il y a plusieurs belles photos et les constellations qui ont beaucoup d'objets, ben, il fait un listing des objets qu'il y a. Donc, c'est un excellent site que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on arrive à la mythologie, mais comme je vous ai dit, la mythologie, elle est plutôt, c'est pas elle est pas très très riche. On connaît, sur, euh, c'est avec elle que, comment il s'appelle, Persée, il s'est promené et tout. Donc, euh, la Pégase, c'est l'enfant de Poséidon et de Méduse. Mais il n'a pas été, ça n'a pas été enfanté de la manière que nous on connaît faire des enfants. C'est comment est-ce que c'est un enfant qui est sorti? C'est que comme Méduse, Persée lui a coupé la tête avec le sang. Je ne sais pas qu'est-ce que Poséidon il a fait, puis il a eu un enfant par rapport avec ça. Donc c'est l'enfant de Poséidon et de Méduse. Euh, Moi, je pensais que Pégase c'était une fille, or c'est un garçon. Dans toute la littérature que j'ai vue, moi, là, c'est que en faisant des recherches pour ce document, il y avait juste des références par rapport à en parlant de Pégase. Donc, aussi, Zeus lui a demandé d'amener la foudre, l'éclair à l'Olympe. Donc ça, c'est la mission de sa mythologie. Mais comme vous voyez, c'est pas une mythologie qui est trop riche. Donc tout de suite, on passe à où il est dans le ciel. Donc dans le ciel, bien évidemment, il est proche il est au nord du Poisson, au sud-ouest du Cygne, au sud-est d'Andromède et au nord du Verseau aussi. Donc, il est aussi touché par la constellation du dernier mois, c'était le Capricorne. Donc, il le touche aussi. Dans le ciel, c'est très facile à le reconnaître. C'est un immense carré. En fait, la superficie de la constellation, c'est 1200 degrés carrés.
Donc, c'est une moyenne constellation, là, c'est pas pire gros, là, on peut se perdre dedans. Il y a beaucoup de belles étoiles à observer dedans. Euh, mais, encore une fois, on a commencé à regarder vers l'extérieur de la galaxie. Donc, il commence à y avoir de moins en moins de nébuleuses. En fait, quand je dis de moins en moins, il n'y en a pas de nébuleuses. Moi, je connais pas de nébuleuse là. Peut-être que il y en a ici qui connaissent et qui aimeraient partager avec nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager? Parce que moi, je vois pas quelqu'un. Non? Un, deux. Ok. Non. Vous faites les gêner aujourd'hui, les amis. Donc, on continue. C'est une constellation de première. La première exoplanète à n'avoir jamais été découverte, en fait, la série d'exoplanètes, parce qu'elles étaient trois, c'était dans la constellation de la Pégase, du Pégase. Et aussi, c'est aussi là qu'on a découvert la première croix d'Einstein. Donc, une croix d'Einstein, c'est quoi? C'est un quasar qui est. Ok, on va faire une image là. C'est un quasar qui est en retrait par rapport à une galaxie. Et c'est la première fois qu'on a vu l'effet de l'antigravitationnel. Donc, on voit le quasar à 4 endroits autour de la galaxie, mais en vérité, c'est un seul quasar. Mais ça, c'est la gravité. Donc, vu que la gravité de la galaxie, elle est tellement forte, elle déforme la lumière de derrière pour la ramener par en avant. Et nous, on voit cette déformation, en fait, du comment ça s'appelle, de la lumière. Pourquoi, Aussi, pourquoi ça fait pas un anneau au lieu de 4 galaxies, 4 quasars? une excellente question et j'ai pas une réponse pour ça. Je sais pas si, Bon, je c'est sais que parfait. Normand est dans le coin, peut-être que Normand ou C'est quoi la question? Ben, pour s'il y a une lentille gravitationnelle autour d'une galaxie pour voir un quasar en arrière, pourquoi il y a 4 quasars et non un anneau? En fait, tout dépend de la forme de la galaxie qui agit comme lentille. Parce que le quasar lui-même, il est tellement loin que c'est un point sans dimension. Mais là, la galaxie qui agit comme lentille n'a pas une belle forme parfaite de lentille, c'est une galaxie. Fait qu'elle peut OK. déformer la lumière de n'importe comment. Dans certains cas, ça fait des anneaux. Dans certains cas, ça fait un fer à cheval. Dans d'autres cas, ça fait une croix d'Einstein. Ah, c'est bon. Merci. Excellent, merci Normand. OK, donc aussi, il y a une galaxie spéciale. C'est, bon, je vous donne un numéro, mais ça veut absolument rien dire. C'est NGC 7742. Donc, c'est une galaxie qui s'appelle une galaxie de Seyfert. Et ça, c'est des galaxies elles ont une très grande particularité. Elles ont leur cœur qui est très, 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 très brillant par rapport au reste de la galaxie. La plus grosse partie de la lumière qu'on est capable de capter, elle vient de son cœur. Donc, tu sais, ça fait un genre de point lumineux au centre avec des bras qui sont un peu plus, qui ont l'air plus diffus. C'est des galaxies qui brillent beaucoup dans tout le spectre électromagnétique. Tu sais, c'est pas, il y a beaucoup de galaxies qui vont briller beaucoup dans les rayons X ou dans l'infrarouge ou quoi. Mais ça, c'est des galaxies qui brillent. Elles sont brillantes dans tous les sens dans tous les sens du mot, littéralement. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est au fait cette galaxie-là, la galaxie NGC 7742. Tuez-vous pas à essayer de la trouver avec un télescope. J'ai essayé de chercher à gauche, pas à droite ça, en passant, ça, c'est une photo de Hubble. Et même sur la photo de Hubble, on est capable de voir que ici, là, autour, le noir, il est très pixelisé. Donc, il y a beaucoup de bruit. Donc, ça montre que c'est une galaxie qui est très petite déjà, parce qu'on n'est pas capable de voir d'étoiles autour d'elle. Et c'est une galaxie qui est très petite et qui doit être pas très brillante, vu qu'on est obligé de voir le bruit de l'image pour être capable pour apercevoir la galaxie. Donc ça montre que c'est une galaxie qui est très, très, tu sais, ça brille pas beaucoup. Puis là, vous voyez comment qu'elle est faite. Donc son cœur, il est très, très ultra brillant. Et l'extérieur, là, tu sais, on peut dire la banlieue de la galaxie, ben la banlieue, elle est pas très, très, tu sais, c'est juste un peu, c'est un truc pas trop défini. Donc ça, encore plus, on sait donc
cette galaxie, où est-ce qu'elle commence, mais on n'a aucune idée d'où est-ce que ça termine. Donc, si on continue, on a les différents objets du ciel profond qu'il y a. Donc, le premier, celui que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est M15. M15, un des, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est à la limite de ce qui est visible à l'œil nu. Donc, quelqu'un qui a des yeux normaux, dans un superbe de beau ciel noir, on est capable de savoir qu'il y a quelque chose. Ça ne va pas ressembler à ce que je vais vous montrer maintenant, mais sauf que, ça va être, on va être capable de définir quelque chose, comme une étoile floue. Un amas vert, ça? Non, c'est un amas globulaire. Ah, OK. C'est un amas globulaire. Il est, vous allez voir la photo. Encore, les photos, c'est toujours les photos de mes amis, les dessinateurs. Donc, bon, bien sûr, pour ceux qu'ils ont pris le temps de faire, d'ailleurs, je devrais tous leur écrire pour les remercier parce qu'ils m'ont donné beaucoup de stock et du stock de qualité. Donc, si on commence avec M15, non, ça c'est M29, pardon. M15, il est là. Donc, M15, si vous voyez comme ça ici, là, c'est un amas globulaire qui est très, 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 très brillant. On se souvient que ce gars-là, il observe avec un télescope de 10 pouces. Et si je me souviens, la focale, c'était un F5. Donc, c'est pas c'est pas une très longue focale, ça veut dire qu'il grossit énormément. C'est quelque chose quand même qui absorbe beaucoup de lumière. Sur un 10 pouces comme ça, on voit que on est capable de définir beaucoup d'étoiles. Le gars, quand il a fait le dessin, on voit que même dans le cœur, il est capable de différencier plusieurs étoiles. Donc ça nous montre que c'est un objet qui est très brillant quand même. Puis, et certainement, il doit être facile à observer. Et très certainement, on est capable de l'observer de l'aval. Parce que je me souviens qu'il est dans tantôt on parlait des épinglettes, dans le programme de Messier, je pense qu'il est dans le niveau 1 ou le niveau 2, il y a M15. Donc, c'est beau à regarder. Moi, je me souviens, je l'ai regardé dans le 16 pouces comment il s'appelle? Du Mont-Tremblant. Puis ceux qui connaissent le 16 pouces du Mont-Tremblant, vous savez qu'il n'a pas l'optique la plus belle qui existe sur Terre. C'est un télescope qui est très, très, très standard point de vue sa qualité optique. Et ça avait quand même donné quelque chose de très, très beau. C'est vrai, je me souviens, on l'avait observé même avec un binoculaire là, pour le regarder. C'était vraiment très, 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 très beau. C'est un très bel objet. Oui, j'aime pas trop moi les amas, mais c'est un qui il vaut la peine d'être regardé. Donc ensuite, on a deux NGC, c'est deux galaxies. Et je vais être honnête avec vous, moi, quand j'ai commencé à chercher des dessins de ces deux galaxies-là, je me suis dit, je pense pas vraiment qu'on va tomber, les gens qui utilisent des 8 pouces en ville, parce que ça, toutes ces photos en passant tous ces dessins que je vous montre, c'est des dessins de gens qui vivent en Europe. Puis en Europe, prenez la carte de la pollution lumineuse, là, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de ciel noir. Là. En Europe, c'est beaucoup du ciel orange. Au fait, l'Europe au complet, le minimum qu'ils ont, à part certains endroits très, très reculés qui sont très, très rares, c'est un genre de Sainte-Thérèse. On s'entend qu'à Sainte-Thérèse, il n'y a aucun de nous qui va dire que je suis rendu dans un ciel noir. Malgré la petitesse de leur territoire, ils ne sont pas capables de trouver des ciels, des ciels assez sombres pour faire de la belle observation. Fait que eux autres, là, ça, c'est du monde. Quand je sais qu'eux sont capables de faire un dessin de quelque chose qu'ils ont vu au visuel avec leur télescope, je suis certain que nous, ici à Laval, aussi, on est capable de l'observer avec notre télescope. À part le pic du Midi au Mont-Blanc. Pardon? À part le pic du Midi au Mont-Blanc, l'observatoire qui est là. Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose par rapport au pic du Midi. Dernièrement, je parlais avec une amie professeure là-bas. Elle est venue nous faire une présentation à la fac sur le projet des Kilonova, la docteure Sarah Antier. Et elle, au fait, elle me parlait que même le pic du Midi commence à subir
les problèmes de la pollution lumineuse. En fait, même lui, il n'est plus capable d'avoir un ciel qui est réellement noir. Il perd de la qualité de l'instrument à cause du ciel qui commence à être de plus en plus éclairé. Ils font beaucoup de pétitions et tout, mais les pauvres, ils souffrent. Donc, ça, c'est tout ça pour faire une histoire courte, c'est ces objets-là. Pourquoi est-ce que j'insiste pour vous les montrer? C'est des objets qui sont très faciles à observer. Après, vous pouvez prendre les noms, les différents noms de catalogue, aller regarder c'est quoi les vraies photos que les gens font là, avec un appareil photo. Mais comme je vous ai déjà dit, puis je vous le redis encore aujourd'hui, j'aime pas vous montrer des photos d'astrophotographie. Pourquoi? Parce que ça donne des fausses attentes. Tout le monde commence à penser qu'il va regarder une galaxie puis qu'il va la voir en couleur. C'est pas vrai. Même avec mes yeux bioniques, je suis pas capable de voir les couleurs. Donc là, si on prend la première galaxie, lui, carrément, il a fait un doublet. C'est que moi, j'ai pris les galaxies les plus brillantes et lui, il a été capable de voir une deuxième galaxie à côté de la première. Donc, moi, celle que moi, je voulais voir, c'était NGC 7331. Et lui, il a été capable d'observer même NGC 7335. Ça, c'est la petite galaxie qu'on voit ici, dans une petite tache. Une petite tachouille. Fait que, vous voyez qu'il est capable de dessiner. Puis, quand vous allez regarder, vous, avec votre télescope, ça, c'est le genre d'image que vous pouvez vous attendre à voir. Ça va ressembler beaucoup à ça. Dépendamment du ciel, comment qu'il est, de la noirceur du ciel, parce que vous savez, la noirceur du ciel, elle change même pour un point donné, comme par exemple chez moi, le ciel n'est pas toujours égal noir. Il n'est pas toujours égal noir d'une heure à l'autre et d'une journée à l'autre, la même heure, elle n'est pas égal noir. Pas parce que les heures, le soleil change, mais simplement à cause que parfois on a des microparticules qui sont en suspension dans l'air et elles aident beaucoup à réfléchir la lumière. Et quand elles réfléchissent la lumière, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un ciel qui est moins sombre qu'il l'est déjà. Donc, des fois, nous ici, il y a des fois où même tu vas prendre un ciel comme Laval, il va avoir une meilleure qualité, une meilleure noirceur que des ciels qui sont normalement plus reculés, mais à cause qu'il y a quelque chose autour de eux, comme par exemple à Mont-Tremblant, en ce moment, ben, peut-être pas en ce moment, c'est vrai, parce que cette année, tout est fermé, mais dans les années passées, il fabriquait beaucoup de neige pour les 24 heures de Tremblant. Et vous savez, c'est quoi? Fabriquer de la neige, c'est qu'ils prennent de l'eau, ils la pitchent dans les airs, puis ils laissent la neige retomber. Mais sauf que quand il y avait du vent, je me souviens, des fois, on était debout au pavillon Vélan, puis on voyait de la neige tomber sur nous, mais il n'y avait aucun nuage. Donc, pour nous, on pensait que c'était clair, mais quand tu regardais tes photos, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui réfléchissait. C'était pas aussi beau que c'est censé être avec un ciel aussi noir et aussi... quand tu allais souvent, tu voyais la différence. Donc, tout ça, ce genre de petites particules en suspension et tout, ça, c'est toutes des choses qu'il faut garder en tête pour évaluer notre ciel, puis notre soirée, parce que parfois, en même temps, je suis en train de mettre un peu la table pour plus tard, pour qu'est-ce que je vais vous parler après en deuxième partie, c'est que on va souvent avoir quand on n'a pas l'habitude surtout, on va être très, très sévère envers nous-mêmes. On va se dire, ah non, ok, aujourd'hui j'ai été poche, ok, mes photos sont pourries, puis je sais pas moi, tu sais, Paul, il était là la semaine dernière, puis il a fait une photo, puis c'était malade, puis moi, puis lui, on a à peu près le même équipement, puis on n'a pas été capable de faire la même photo. Peut-être, bon, si on prend à expérience égale, ça c'est le genre de détail qui peut faire la différence entre une excellente photo, puis une photo qui va être juste ok. Donc si on continue, l'autre galaxie, NGC 7217. Donc, vous voyez un peu à quoi elle ressemble. C'est une galaxie certainement en spirale. Elle a un cœur qui est très... un cœur qui est très défini. On est capable de facilement le voir. Probablement que si on va dans un ciel moins noir, ça va être ici, là, les alentours qu'on va moins voir, mais le cœur, lui, on va continuer toujours à le voir. Puis il sera représenté comme une étoile, mais une étoile comme si,
par rapport aux autres étoiles, on a comme dimé. Tu sais, quelqu'un a décidé de baisser un peu la lumière. Ça va ressembler beaucoup à ça. Donc, tu sais, des fois, on va être en train de regarder la galaxie qu'on cherche, mais on s'attend à voir quelque chose comme ça. Là, on s'attend à voir beaucoup de, si on peut le dire, beaucoup de pixels, mais en vérité, c'est juste un petit peu plus qu'une étoile. Puis c'est en regardant qu'on pratique pour être capable de faire la différence, parce que ça, c'est le genre de choses, le seul moyen d'être capable de faire la différence, c'est vraiment à la pratique. Tu regardes, puis tu te pratiques à regarder comment regarder. Tu sais, OK, quand je mets mon œil de cette manière-là, je suis capable de voir ce genre de truc-là. Quand je bouge ma tête à gauche, à droite, je suis capable de faire. Donc, ça, c'est tout le genre de détails que, en faisant ces observations-là, ça, c'est des qualités qu'on acquiert. Tu sais, on devient meilleur à observer. C'est type des. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'observation, je pensais, hey, mais c'est quoi l'observation? C'est quoi la science de l'observation? Prends ton œil, mets-le dans l'oculaire, puis regarde. Tu as regardé depuis 35 ans, c'est quoi? Il n'y a pas une nouvelle manière de regarder. Or oui, à ma très grande surprise, il y a une nouvelle manière de regarder. En astronomie, on regarde d'une manière différente. Déjà, on ne regarde pas directement quelque chose, on regarde de côté, puis bouger sa tête comme un fou à gauche, à droite, faire des noms, là. Des noms ou des oui, choisissez. Ça dépend de si vous êtes quelqu'un de positif ou négatif. Mais faire des noms et des oui aide beaucoup à faire bouger un objet et il va sortir dans ta face. Là, parce que souvent, notre œil, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est d'effacer les choses qui sont pas là. Et nous, on aime beaucoup l'uniformité. Notre œil, là, il aime beaucoup quand tout se ressemble, quand tout est uniforme, quand tout est lisse, quand il n'y a rien de, il n'y a pas de grosses différences, il n'y a pas de grosses perturbations entre le ciel noir puis qu'est-ce qu'il y a devant. Donc, parfois, quand quelque chose n'est pas assez brillante, notre ciel va assumer que c'est du ciel noir, donc lui, pour lui, il va la mettre noire. Mais lui, il n'est pas en train de voir le noir, il fait juste la cacher. Donc, quand on commence à bouger vite, ben, on réussit à l'arnaquer un peu et on commence à voir des choses qui étaient au début invisibles quand on les regardait directement. Ensuite, on a NGC8. Ça, franchement, vous voyez, je n'ai pas mis de photo. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a un NGC8. Parce que NGC8, c'est quoi? C'est une étoile double. Donc, c'est 2 étoiles. J'ai essayé, j'ai fait des recherches. Je me suis tué à essayer de comprendre pourquoi ces 2 étoiles-là, doubles, on leur a donné un NGC. Si quelqu'un, Normand est là, et lui, c'est un spécialiste des étoiles doubles. Si tu peux nous expliquer, Normand, pourquoi, si tu as une idée, parce que moi, je me suis tué à essayer de comprendre pourquoi une étoile double a un numéro NGC. Or, si on faisait ça avec toutes les étoiles doubles, ben, on se ramasserait avec NGC 2 milliards. Quoi. J'aimerais ça savoir en même temps, Normand, s'il y a plusieurs NGC que c'est des étoiles doubles. Ça, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est un peu la même histoire que Messier 40. Messier 40, qui est une étoile double dans la Grande Ourse. C'est parce que c'est autant le NGC que le catalogue Messier, c'est des catalogues qui ont été faits à l'œil à l'oculaire. C'est plus tard qu'on a fait des catalogues avec des appareils photo. Et dans certains cas, une étoile double peut paraître comme quelque chose d'un petit peu nébuleux, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. OK. Merci pour l'explication. Abdel, pendant que tu parlais, je suis allé vérifier parce que ça me chicotait moi aussi, NGC8. Puis j'ai demandé sur Google, j'ai demandé des étoiles doubles NGC, puis il m'a sorti NGC18 aussi, qui est une étoile double, dans Pégase. Dans Pégase, OK. Donc Pégase, c'est le coin des NGC étoiles doubles. Non, ben, parce que j'ai cherché pourquoi. J'ai cherché à savoir NGC, pourquoi NGC8 ça a été mis. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais quand on trouve un qui donne l'explication, tu peux extrapoler pour les autres. Rien. Il n'y avait vraiment rien. Mais là, moi, j'aime l'explication de Normand parce que quelqu'un a regardé, il pensait que c'était quelque chose, puis finalement, ça fait point. Il n'y avait rien. Finalement, c'était juste des étoiles collées qui se faisaient des câlins. Ensuite, ça, c'est un objet exclusivement pour l'astrophoto. Encore une fois, on est capable de l'observer, mais très loin de ça. Au fait, on va être capable d'observer les cœurs de ces galaxies-là. Je vais vous montrer la photo parce que c'est beau. Oui, c'est absolument magnifique. Donc, ça, c'est ici, c'est le quintet de Stéphane. Attendez, je vais essayer de le grossir. Voilà.
C'est beau, ça. Ah ouais. C'est très, 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 très beau. Mais malheureusement, quand vous le regardez dans un télescope, quand vous avez un très beau télescope, un très beau ciel et une très belle soirée, donc ça prend beaucoup de très beau là-dedans, pour être capable de voir quelque chose de très, très beau. Donc, au fait, ce qu'on voit, c'est vraiment les cœurs de ces galaxies-là. Vous allez voir aucune de ces formes-là. Peut-être dans le 28 pouces de Alan Raïl, mais j'ai pas encore essayé, mais je vous promets que quand je vais essayer, je vous reviendrai là-dessus. Mais c'est un superbe de bel objet. C'est à prendre en photo, c'est un régal. Ce monsieur, il a mis comment ça s'appelle, deux galaxies deux objets dans un seul frame, puis ça a donné quelque chose comme ça. C'est un super bel. Moi, j'ai vraiment adoré la photo en passant. Moi, j'adore cette photo-là. Elle est super belle. Là, Ouais. ah oui, c'est une très très belle composition. Une autre chose que pourquoi est-ce que j'ai pris la photo de ce monsieur-là? Parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui je veux dire, c'est quelqu'un de lambda, là, comme ça. C'est pas quelqu'un que je connais ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai apprécié, c'est quand j'ai commencé à lire, c'est quoi qu'il s'est servi pour faire cette photo-là. Il n'a rien d'extraordinaire. Ben non. Tu fais ça, il n'a Abdel, pas... je fais ça avec un 10 pouces aussi. Regarde, je l'ai fait, moi, quand était Stéphane avec 10 pouces. Ah ouais. Exactement. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que c'est pas, il n'y a pas un genre de télescope à 800 000 $. C'est un Skywatcher 10 pouces. Ça, c'est certainement un Skywatcher Quattro, comme le tien Paul Zanga, qu'il va arriver à un moment donné. La QHY, c'est pas une caméra qui est trop dispendieuse. La Skywatcher, ça c'est la même, je pense que Paul, exactement, avec la même modification pour avoir les bandes. Je veux dire, la caméra pour guider, c'est une Attic. C'est rien que on n'est pas capable de le faire. Là, puis vous voyez, là, à part PixInsight, là, le reste, c'est pas mal des affaires gratuites. Donc, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup adoré. C'est la simplicité. Comme quoi que avoir une belle photo comme ça, tu n'es pas obligé d'avoir des milliards en argent, là, en équipement. Tu commencé à dépenser en fou, là, ça ne sert à rien. Regarde, tu es capable de faire une superbe belle photo. Elle est géniale. En fait, cette photo-là, je pourrais la décrire pendant longtemps pour vous donner tous les points qui font que c'est une très belle photo. Mais je ferai pas. C'est combien la durée? Si tu descends un petit peu ton curseur. La durée totale, c'est 6 heures, 6,2 heures. Quand même. Quand même. En fait, ah oui, c'est vrai. Et ça, c'était mon autre raison de pourquoi est-ce que j'avais fait ça. Le gars, il l'a fait de France. Ah ouais. Et la carte de France, vous allez voir que eux, venir à Laval, pour eux, c'est un ciel noir. Tu sais, à Laval, ici, là, nous, là, quand on va à l'observatoire, puis on était le lampadaire, là, où tu vas au bois de l'Équerre, là, pour eux, ça, c'est un ciel qui est ultra méga giga noir. Parce que dans leur carte du ciel, tu as comme un spot gris, 0 spot noir. Et on sait tous que les galaxies, ça prend un ciel qui est très très noir parce que les filtres et vous voyez d'ailleurs les filtres qu'il a utilisés, c'est un filtre bleu, un filtre vert, un filtre rouge, puis un filtre transparent, clair, avec pas de couleur dessus. Donc, il n'a pas utilisé aucun filtre un filtre qu'on dit contre la pollution lumineuse. Pourquoi? Parce que les galaxies, ça ne sert à rien d'avoir un filtre contre la pollution lumineuse. Pourquoi? Parce qu'elle brille dans toutes les couleurs. Donc, ça prend toutes les couleurs du spectre pour être capable d'avoir une photo qui est décente. En passant, Abdel, oui. J'ai pris cette photo-là comme background de mon écran d'ordinateur. Oui. Je l'ai pris sur Astronomy Picture of the Day à Pod. Là. Wow. C'est celle du 15 octobre 2020, ceux qui veulent aller la chercher sur Apod. Là. C'est la photo du 15 octobre 2020 dans les archives. Puis vous l'enregistrez sur votre bureau. Après ça, vous cliquez sur le lien, puis il vous le demande si vous voulez l'avoir comme fond d'écran. C'est magnifique. Ah oui, oui, c'est... En fait, là, maintenant, je suis en train de partager mon écran, donc je sais que la définition, elle doit pas être elle doit pas être géniale. Mais c'est une superbe de belle photo. Et il y a des très, très belles couleurs dedans. Moi, j'ai beaucoup... Bon, vu que vous me partez là-dessus, donc je vais le faire.
j'adore le fait qu'on voit plusieurs couleurs d'étoiles. Oui. Les étoiles ne sont pas monotones, elles ne sont pas toutes blanches. Ben, Ça, en passant, là, c'est un travail long à faire. Pourquoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été capable d'exposer les étoiles juste à la bonne longueur. Il n'a pas abusé, il n'a pas saturé les étoiles, donc il est capable d'avoir de la couleur dedans. Sinon, si tu exposes trop longtemps, mais tu brûles les étoiles. Franchement, c'est un petit chef-d'œuvre. Vraiment, là, comme j'adore cette photo. J'aime beaucoup. J'adore. On continue. Pardon? J'ai une question, Abdel, c'est André. Oui, salut. Salut. Dis-moi, la photo, là, il n'y a pas d'objectif après la caméra, puis il n'y a pas d'oculaire après le télescope? Non, lui, c'est vraiment... Au fait, quand tu fais de l'astrophoto, je ne me rappelle plus avec qui je disais ça, quand tu fais de l'astrophoto, tu essayes d'avoir le moins de choses entre ton capteur et le ciel. Tu es obligé d'avoir un télescope, mais sinon, tu n'as pas envie d'avoir d'oculaire. Tu as envie d'avoir le moins de lentilles et de miroirs entre toi et l'objet. Pourquoi? Parce que plus que tu ajoutes, si par exemple tu mets un oculaire, automatiquement, il rend que il gaspille de la lumière. Donc, ça va être encore moins brillant. Quand tu grossis, automatiquement, tu perds de la lumière. Donc, c'est ça que ça fait un oculaire. Autre chose, c'est que plus que tu ajoutes de lentilles, plus que tu ajoutes de défauts dans ton train optique, c'est que c'est pas toutes les lentilles, c'est pas tous les verres que tu vas avoir utilisés qui vont être du verre de qualité pour faire de l'astrophoto. Quand vous prenez les télescopes, quand je parle des télescopes, que ce soit les Schmidt-Cassegrain, c'est les Edge HD de Celestron, si on prend ça comme exemple, par quoi? Parce qu'on a les deux équivalents, un fait exclusivement pour l'astrophoto, fait vraiment pour l'astrophoto, puis un qui est fait pour un usage général. Si on prend un 8 pouces, si on prend le C8 de Celestron, ça, c'est sa version qui n'est pas faite pour l'astrophoto, qui n'a pas été conçue du moins pour l'astrophoto. Il vaut, je pense, c'est comme 1800$. Mais si tu prends la version Edge HD qui, elle a été pensée pour l'astrophoto, le miroir y est fait d'une manière différente. Le miroir primaire et le miroir secondaire sont dessinés d'une manière différente. Il y a des lentilles spéciales qui sont faites pour le télescope que tu as entre tes mains. Pas fait pour les Edge HD de 8 pouces. Non. Ils sont faits pour le Edge HD que toi, tu as acheté. OK? Mais ça vaut presque 4000$ ce télescope-là. Ça multiplie le prix par beaucoup. Donc, mettre un oculaire, c'est que tu es en train de mettre des lentilles, mais c'est des lentilles qui ont été faites pour l'œil. L'œil est capable de corriger des défauts. Il est capable de corriger des défauts et souvent, il n'est pas capable d'arriver jusqu'à la fin de... comment ça s'appelle? La fin j'ai juste le mot en anglais, field of view, du champ de vision. Il n'arrive pas jusqu'à la fin du champ de vision et généralement, c'est à la limite que les problèmes commencent à arriver. C'est proche des rebords, là, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Dis-moi, si on veut photographier, mettons, la Lune, c'est le même principe? Tout le temps, c'est toujours le même principe. Le moins que tu as entre ton sensor, entre ton capteur de ta caméra et la Lune, le mieux que c'est. Okay. Plus que tu ajoutes des affaires, plus que tu vas avoir des problèmes, mais ne t'inquiète pas. Plus tard, je réponds à cette question que malgré comment pouvoir le faire sans dépenser trop d'argent, avec un nouveau principe d'astrophoto, qu'on arrive dans pas longtemps. Donc, en fait, qu'on arrive là tout de suite parce que on a fini avec... Ça, c'est juste pour vous montrer les sites que j'ai encore utilisés pour sortir les dessins. Lui, le Rich Web, là, je ne sais pas c'est quoi son problème. Il est rendu bizarre. Puis tantôt, quand j'ai cliqué dessus, je suis arrivé sur un site qui n'était pas... il n'était pas halal. Il y avait des choses bizarres qui se passaient dessus. Enfin, peut-être que le monsieur a changé de vocation dans son type de photo qu'il faisait. Là, aujourd'hui... Juste avant d'aller plus loin, excusez Abdel, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la présentation d'Abdel sur la constellation du mois de novembre? Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose sur la constellation de Pégase ou des observations? Vas-y, Normand. Oui, bon, juste deux choses. Premièrement, à propos de... Peux-tu remettre ta slide, s'il te plaît, sur
le quintet de Stéphane? Bon, alors, juste pour dire que la difficulté de voir cet objet-là en visuel, pas en photo, mais en visuel, ça se fait, mais c'est assez difficile. Moi, je l'ai vu une fois, mais pas avec mon télescope. C'était avec un Dobson de 16 pouces. C'était au lac Écho, dans un beau ciel noir. J'ai essayé après dans mon 10 pouces, puis je ne le voyais pas. En visuel, je ne le vois pas, moi. Oui, Normand a raison. Moi, je l'ai vu dans mon 12 pouces, au domaine Saint-Bernard, lors d'un camp. Puis j'étais avec Carl à ce moment-là. Carl Gaylor. Je ne sais pas du pavillon Vénère, j'en ai aperçu une partie. Moi, je n'ai pas tout vu, là. J'ai pas résolu toutes les galaxies, mais j'ai vu le chapelet, là, la position, là. Ça, je l'ai vu dans le 16 pouces du pavillon Vénère. Donc, ça se voit, mais c'est pas très spectaculaire, c'est très petit. Oui. Comme disait Abdel, on ne voit que les noyaux, en fait. On ne voit pas les bras. Fait qu'on voit comme des petites étoiles floues, toutes tassées les unes sur les autres. C'est à peu près ça qu'on voit. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est une belle chasse au trésor. Déjà, de l'avoir trouvé, on est heureux. Oui, mais c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que peut-être la prochaine fois, quand j'irai à l'observatoire, quand le ciel sera beau, je l'avais fait une fois. Moi, j'avais fait 15 minutes d'angle d'une shot, là. J'avais réussi quand même à le sortir. Mais par contre, si je peux faire comme ma Pac-Man, que j'ai fait 45 minutes, je vais essayer de faire des pauses de 5 minutes. Je vais essayer d'en cumuler le maximum parce que c'est vraiment un bel objet à voir parce que dans ce que je vois dans le quintet de Stéphane, on voit quelques petites galaxies qui sont au pourtour, là, qui sont vraiment faibles, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des magnitudes de 14,5 à 15 de magnitude. Fait que quand on est capable de prendre ça avec notre télescope là, ou de le voir carrément, c'est bien plaisant.